Bonjour à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Pour ouvrir ce journal, direction la Corse et une merveille du patrimoine, l'île Rousse. Pour vous la faire découvrir, nous vous proposons une balade avec les équipes sur place de nos confrères via Télépaésé. La création de l'île Rousse, c'est le fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les années 1760-1770. Ici, nous nous trouvons sur le môle des pêcheurs. C'est le premier port de la ville où l'activité portuaire se faisait à la fin du XVIIIe siècle. Donc, la première place de la ville au début du XIXe, c'est la place de la Marine. C'est là qu'on voit arriver les bateaux, c'est là qu'on voit arriver les pêcheurs, c'est là qu'il y a les premiers commerces. Et c'est l'époque de la construction de la ville. Il faut s'imaginer qu'à côté de la tour génoise, il y avait une église qui aujourd'hui a disparu. Le port de commerce, c'était ici. Après, bien plus tard, au XIXe siècle, milieu XIXe, il se structure là-bas aux îles. Il y avait un petit débarcadère ici, ou Scale, ou l'Escale, c'est le débarcadère. Place de la Marine, d'abord, c'est une place qui est essentiellement militaire. L'actuelle mairie, c'est le Palazzo Paoli, c'est-à-dire le palais de Paoli, à côté de la tour génoise, et qui devient petit à petit au XIXe siècle une caserne militaire. Il y avait, je dirais, des remparts, il y avait des murs de la ville qui commençaient ici. Donc il y a autant des militaires qui peuvent venir que des commerçants, que des bergers, des gens qui vendent du vin, les pêcheurs. Tout ça contribue, je dirais, à une identité plurielle. Ici, nous sommes sur la place du Canon, donc c'est la deuxième place historique de la ville après la place de la Marine. Alors le Canon, pourquoi? C'est le canon à eau, tout simplement, au Ganon. Et c'est une place qui date de la fin du XVIIIe et qui continue à s'aménager au début du XIXe. Donc tout se met en place ici et il y avait une fontaine militaire, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'armée, c'était ici que venaient boire les chevaux. C'était là le centre de la ville ancienne et petit à petit, ça s'est développé avec la haute maison qu'on voit ici, qui était une maison Piccioni. Derrière nous, on a des propriétés Bertoni et la place est fermée en 1824 ici. Pour se lavoir, au début de l'histoire, c'était un lavoir en 1970. Au 18e, c'était une fontaine militaire. Petit à petit, ça se transforme. Dans les années 1830, les gens vivaient sur la place et il n'y avait pas d'eau courante, bien sûr, donc on venait là faire la lessive. Et juste devant moi, il y avait un entrepôt militaire. Ici, nous sommes sur la place Paul, c'est la place d'Île Rousse, donc, qui est créée au 19e siècle avec l'église qui est inaugurée en 1843, qui est derrière nous. On a aussi le buste de Pasquale Baoli, le père de la Révolution corse, donc celui qui a voulu créer un État indépendant au XVIIIe siècle. Et donc, c'est celui qui s'est révolté contre les Génois. Et la fin, je dirais, de l'époque de Paoli, c'est le début de la création de la ville. On appelle toujours la ville la cité paoline, on la retrouve écrite comme ça dans beaucoup de livres. Bien que Paoli, au début, veut créer un port, il ne veut pas créer une ville. On retrouve aussi sur la place le marché couvert, qui a été inauguré en 1846, qui représente un temple romain avec 21 colonnes. Bien sûr, des cafés qui auparavant étaient pour certains des alimentations ou tout simplement des entrepôts, des caves. Et bien sûr, il y a toute une activité l'été, même l'hiver. On prend le café sur la place Paoli. Bien sûr, on se retrouve sur la place Paoli. Les jeunes se retrouvaient il y a quelque temps encore aux Quatre Becs, c'est-à-dire ici sous le buste de Paoli. Et toute une activité, je dirais, ici sur la place avec les boulistes, avec la plage qui est tout proche. Et il y a toute une activité qui est exposée ici. Voilà, dans ce Grand JT des Territoires, direction l'Isère à présent, appellation d'origine protégée depuis 1938. La noix de Grenoble se cultive au pied du Vercors. Situé à Vinay, le grand séchoir retrace l'histoire de ce fruit, réputé dans le monde entier, une histoire racontée par les équipes de Télé Grenoble. C'est ici, au cœur de cette ancienne ferme restaurée et réhabilitée, que se trouve un musée consacré à l'histoire de la noix de Grenoble. Le grand séchoir de Vinay fait partie du patrimoine architectural propre au territoire rhône-alpin. Un bâtiment ancien qui abrite les secrets du premier fruit au monde, ayant reçu en 1938 une appellation d'origine contrôlée. La noix de Grenoble a toujours été présente sur le territoire. Alors la noix, elle pousse ici depuis très longtemps. La preuve dans le musée, nous avons une noix fossilisée qui date de 8 millions d'années. Et puis quand on remonte le temps, eh bien, on se rend compte qu'à l'époque gallo-romaine, les Romains cultivaient la noix et avaient fait venir ici des variétés du Moyen-Orient. Et il a fallu chez nous attendre la fin du 19e siècle pour que la nuciculture prenne l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, l'effondrement des cultures de vignes et de mûriers favorise la constitution de noyeries. Le marché se développe et se tourne vers l'export, et notamment vers les États-Unis, qui rendent indispensable la définition d'un standard de qualité. Il arrive qu'il y ait des noix qui soient plus petites et qui ne rentrent pas dans l'appellation. Oui, parce que cette appellation, elle porte sur la noix avec un calibre supérieur à 28 mm. Et ces petites noix vont être mondées, donc cassées. On va en extraire les cerneaux
Et ces cerneaux vont être utilisés pour la fabrication de l'huile de noix, pour la fabrication de pâtisseries, de gâteaux. Elles vont être vendues aux pâtissiers. Et puis les coquilles, bien sûr, on ne les jette pas. Autrefois, on s'en servait comme isolant. Aujourd'hui, les coquilles de noix, elles sont aussi utilisées, elles sont broyées, réduites en poudre, et elles sont projetées sur les réacteurs des avions pour nettoyer en fait les avions. La zone de production de la noix de Grenoble s'étend sur 259 communes, dont 183 en Isère. Voilà, nous restons toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le lac Paladru, qui est l'un des joyaux du territoire isérois. Regardez la visite de ce lac au moyen d'un paddle avec nos confrères de Télé Grenoble, toujours sur place. Une eau turquoise, calme et sans vent, bienvenue au lac de Paladru, un lieu idéal pour la pratique du paddle. Je trouve ça cool, la glisse. En plus, on n'est pas vraiment en canoë parce qu'on n'a pas trop d'eau sur nous, mais on peut quand même aller à l'eau. En fait, on choisit, enfin ou pas, ça dépend si on tombe ou pas. Mais non, c'est le fait aussi de se promener sur le lac. Puis c'est facile à prendre en main. On se pose dessus, il y a un petit peu l'équilibre et la direction au début à gérer et franchement, ça vient vite. La vraie particularité de cette activité, c'est qu'on est debout sur l'eau et ça permet d'observer tout ce qui se passe en dessous. J'ai pas vu de poisson, mais c'est vrai qu'on a une vue sur le fond du lac, donc on voit bien que c'est du sable et ouais, c'est assez sympa. Sur un plan d'eau fermé comme le lac de Paladru, en fait, on a l'occasion de pouvoir se balader sur les berges et puis observer toute la faune, la flore. Les zones un petit peu moins profondes, en fait, voilà, c'est autant d'occasions de se détendre et de se retrouver dans un contexte un petit peu particulier, quoi. Pour rendre l'activité la plus accessible possible, on navigue avec des planches très larges et assez longues, permettant d'avoir une bonne stabilité sur l'eau. Mais il faut quand même suivre quelques consignes. Avant de partir, on met son gilet et on goûte l'eau, bien sûr. Puis on fixe son leaf pour être attaché à sa planche et on se met en position. Les deux pieds de part et d'autre de la poignée de portage qui est ici, tournés vers l'avant de la planche. Et on va pagayer en enchaînant plusieurs coups de chaque côté. On met bien la main supérieure sur la poignée qui est là. Et puis on donne plusieurs coups du même côté. Avant d'inverser cette position, hop, on inverse les mains et on repart de l'autre côté comme ça. Pour faire demi-tour, on se met un peu à l'arrière pour que la planche se soulève et permette de tourner plus facilement. Mais attention aux chutes car on est moins stable à l'arrière. Et la seule vraie difficulté peut venir du vent. La contrainte, ça va venir du vent puisque comme on est debout, on a vraiment une prise au vent qui est importante. Et dès que le vent sera un petit peu plus fort, on aura un peu plus de difficultés tout à fait à revenir. Après, on peut toujours s'allonger sur la planche si on est vraiment en difficulté et puis adopter la technique du surfeur pour rentrer à son point de départ. Un vrai phénomène de mode car en 2019, près de 3500 personnes ont loué un paddle ou un kayak. Et pour le Yacht Club, c'est bien l'activité paddle qui représente la part la plus importante des locations. Voilà, et non loin de là, premier bain pour le Solely, ce bateau de croisière de la compagnie Bateau Canal, qui est le premier électrosolaire du canal de Savières et du lac du Bourget d'ailleurs, équipé de 27 panneaux solaires sur son toit. Ce navire permet à ses passagers de profiter du paysage sans aucune nuisance sonore. Les équipes de 8 Mont-Blanc se sont rendues à sa mise à l'eau, regardez. Bientôt le premier bain pour le Solely. Cet engin de 27 tonnes, synonyme de soleil en savoyard, est le premier bateau passager électrique à naviguer sur le canal de Savières et le lac du Bourget. Ce navire de croisière est équipé de 27 panneaux solaires sur son toit, une réelle démarche environnementale pour les propriétaires. Il n'a pas de vitrage, il est tout ouvert, ça sera un bateau de saison pour les clients en fait parce qu'ils sont demandeurs justement d'être en extérieur, de profiter du paysage, du canal et électrosolaire parce que c'est vrai que la protection de l'environnement pour nous c'est important. On veut protéger notre site, le canal de Savières, donc l'électrosolaire c'était un choix obligé. Mettre en valeur le territoire sans lui nuire. Les gérants de la compagnie Bateau Canal, qui ont investi plus de 400 000 € dans ce projet, souhaitent aussi sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour tout ce qui est voyage scolaire et tout ça, donc ça va être, nous on avait tout le thème de l'eau, les passages de l'écluse, l'eau, etc., le canal, les barrages. Là on va pouvoir expliquer, voilà, on a un bateau électrosolaire, voilà, quand on a navigué 2 heures le matin, si le bateau reste 2 heures à quai, on aura rechargé ce qu'on a consommé le matin. Donc ça peut être un terme pédagogique qui va se rajouter à ce qu'on fait déjà sur le bateau. Une grue de 200 tonnes s'occupe de sa complexe mise à l'eau, un spectacle impressionnant qui attire les plus curieux. C'est le premier bateau et solaire, donc c'est toujours intéressant de le voir et puis il est beau.
C'est extraordinaire parce que je pense que c'est unique comme bateau au niveau technologie et ça va permettre une belle navigation et de découvrir le canal vraiment sous un bel angle et de profiter de la faune et de la flore. À partir du 9 juillet, 120 passagers pourront profiter du paysage dans ce bateau silencieux. Voilà, c'est un endroit où le temps semble figé. Les géants de cristal sont les témoins de ce passé. Nous partons pour le Gard. Pour opérer ce bond en arrière, il faut descendre à 50 mètres sous terre, sous la commune de Méjeanne-le-Clap dans le Gard, au cœur de la grotte de la Salamandre, avec les équipes de Via Occitanie qui sont descendues sous terre. C'est un endroit où le temps semble figé, où les géants de cristal sont les témoins du passé. Pour opérer ce bond en arrière, il faut descendre à 50 mètres sous terre, sous la commune de Méjeanne-le-Clap, dans la grotte de la Salamandre. Devant un géant de cristal peu commun, c'est la Miraculée. Ou regardez un peu en haut, c'est la tour de Pise. Ces géants de cristal, ce sont des concrétions formées par le temps avec le travail de l'eau. Goutte à goutte, le géant se forme, environ 1 cm tous les ans, jusqu'à atteindre 25 mètres pour le plus grand d'entre eux. Chacun son propre vécu, c'est pour ça que chaque lieu est unique. Ici, chaque géant est unique. Pinot, la pomme de pin, Atlantis, le vieux temple qui s'est effondré, avec une nouvelle repousse qui pousse avec une forme différente, Nadel, le grand cierge, et la Miraculée. La Miraculée est abîmée en bas, à cause du poids et à cause du sol argileux. Donc, c'est un colosse aux pieds d'argile. Chacun des 10 géants de cristal a été baptisé en 2018 et toute la scénographie de la grotte est désormais pensée pour mettre en valeur ces concrétions titanesques. On a créé différents plans dans la grotte pour essayer vraiment d'avoir une perspective et que les gens n'aient pas l'impression non plus de voir un tableau en fait. Tout le fond de la grotte est éclairé d'une certaine couleur pour pouvoir après jouer sur 2 ou 3 tableaux devant et mettre en avant nos géants de cristal. Ces jeux de lumière, virant des couleurs criardes au ton naturel, c'est un peu la marque de fabrique de la grotte depuis son ouverture en 2013. Les couleurs sont magnifiques, la musique est juste très bien adaptée, il y a un vrai mystère. Ça met de la vie et on voit les stalagmites et les stalactites de manière différente en fait. Par rapport à la couleur, ils prennent des formes différentes et tout. Non, c'est franchement génial. À la fin de la visite, les géants de cristal revêtent leur habit de lumière pour un ultime spectacle à découvrir jusqu'au mois d'octobre. Voilà, l'invité du Grand JT des Territoires, c'est Sébastien Lacroix. Bonjour Sébastien Lacroix. Bonjour Cyril. Alors Sébastien Lacroix, vous êtes rédacteur en chef de l'Union et de l'Ardennais. Vos journaux sont passés en mode été, vous aussi. Comment ça se passe? Ce sont des cahiers spéciaux que vous proposez à vos lecteurs tout l'été? Oui, on a un dispositif qui est double. D'abord, tous les jours dans le journal, il y a des pages été qui sont plus axés divertissement, culturel, avec des jeux, des histoires. Et puis, il y a le samedi, un cahier qui fait 12, voire 16 pages, et qui est consacré à tous les points touristiques, toutes les attractions touristiques qu'il peut y avoir dans la région, et qui est un condensé d'un magazine qu'on fait chaque année et qu'on n'a pas sorti cette année pour cause de confinement, et qui est un magazine touristique sur tous les points touristiques de la région. Alors vous avez un très beau territoire, la forêt des Ardennes, et puis cette image que vous donnez au monde entier, avec Reims et son champagne bien sûr. Vous souhaitez faire découvrir votre territoire aux touristes français bien sûr, mais étrangers également? On est une région moyennement connue au niveau touristique, mais qui a une palette extrêmement large d'activités. Et il faut dire que l'offre sur les 10 dernières années s'est démultipliée, ce qui permet aux gens de faire tout un tas de choses très variées. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut à la fois se balader dans la nature, visiter des monuments, profiter d'une gastronomie qui est assez riche. Et puis, évidemment, notre territoire, il est profondément marqué par la présence du champagne. Et le no-tourisme est en train de s'envoler. C'est la conséquence de l'inscription des paysages de Champagne au patrimoine de l'UNESCO. Le no-tourisme est en train de s'envoler. Il permet de combiner à la fois des visites touristiques ou autres, des activités nature, et la connaissance du champagne, voire acheter quelques caisses pour les meilleurs moments de l'année.
Sébastien Lacroix, bien sûr, la France a vécu un épisode inédit avec la crise sanitaire du Covid-19. Comment vos titres, l'Union de Reims, l'Ardennais, vont accompagner vos territoires dans la relance de l'économie très vite, maintenant? On est prêt à accompagner tout ce qui peut favoriser la reprise économique et l'activité économique, la culture, et toutes ces choses-là. C'est-à-dire vraiment, on est au cœur de l'action avec les moyens qui sont les nôtres, à la fois sur le print et sur le web, puisque à la faveur du confinement, je fais une petite parenthèse, notre fréquentation sur le web a été multipliée par 2,5 et on était à plus de 200 000 visiteurs uniques jour, ce qui est un très beau score. Voilà, merci Sébastien Lacroix. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'Union de Reims et de l'Ardennais. À bientôt dans le Grand JT des Territoires. Nous vous amenons à présent dans les coulisses du château de Versailles avec un horloger, Bernard Drault. À lui seul, il s'occupe des 75 carillons de la demeure du Roi Soleil. Et nos confrères de TV78, situés dans les Yvelines, l'ont suivi. Regardez ce portrait tout de suite. Dès 8h, Bernard Drault investit le château de Versailles le lundi, jour de fermeture au public. Il connaît bien le lieu puisqu'il y travaille comme horloger depuis 18 ans. En une demi-journée, j'ai fait à peu près le tour du château, et puis après il y a les Trianon aussi. Mais bon, ça dépend aussi des horloges, parce que quand il y en a une qui est déréglée ou qui ne marche plus, il faut quand même se pencher sur son quart. Bernard Drault s'occupe des 75 horloges du château de Versailles. Une des missions de l'horloger, les remonter. Il débute avec cette horloge créée par Jean-Baptiste Bayon. On trouve des éléphants, figure phare de l'époque. Là, j'ai relancé l'horloge, et là, je la remets à l'heure, donc en m'arrêtant à chaque sonnerie. Dans l'appartement du roi, Bernard Drault remonte les poids de cette pendule à plusieurs fonctions toutes les 3 semaines. Cette partie-là permet de faire fonctionner, d'activer tout un système de transmission qui déclenche et qui font marcher tout le calendrier. Dans l'antichambre de l'appartement de la reine, une autre horloge du XVIIIe siècle a une particularité. Les cadrans du haut donnent l'heure, le cadran rond en dessous indique la date. Le joaillier veille sur le mécanisme délicat des horloges, il les regarde, les inspecte et s'attarde sur cette horloge automate offerte en 1706 à Louis XIV qui fait partie du Salon Mercure. Cette horloge ne marche pas continuellement. Si tout le monde sait que l'horloge fonctionne, au lieu que ça s'écoule, tout le monde va rester ici en attendant que l'horloge sonne et donc c'est l'émeute. Et la hauteur des poids est très faible, donc si on voulait que l'horloge fonctionne continuellement, il faudrait que je la remonte au moins une fois par jour. Horloger, un métier transmis de génération en génération, Bernard Drault travaille dans la société familiale depuis ses 20 ans. Il est toujours aussi minutieux. Toutes ces horloges ont quand même minimum entre 200 et 300 ans. Ce sont des petits détails, mais déjà beaucoup au bruit. Le bruit, c'est très important. Le battement du balancier et le bruit qui en résulte, on sent si l'horloge est en bonne santé, quoi. Sa santé, Bernard Drault l'entretient avec ses nombreux déplacements dans le château de Versailles. La porte grince un peu, normal dans les vieux châteaux. Bernard Drault connaît bien les lieux depuis 18 ans et ses anecdotes. Il s'appelait Caron de Beaumarchais, c'est une famille d'horlogers, dont le célèbre Beaumarchais, qui était horloger également comme sa famille, a arrêté l'horlogerie pour se consacrer à l'écriture, aux lettres. Les dessous du toit abritent l'ancienne forge de Louis XVI à côté de la tringlerie. Elle s'occupe de l'horloge de la cour de marbre placée en extérieur. Elle a été réalisée en 1769. C'est la seule horloge où le remontage est automatique. On voit comment c'était avant. Sur les tambours, les 3 tambours qu'il y a là, il y avait un câble d'acier comme ça et des poids. Donc il fallait remonter l'horloge toutes les semaines pour que ça puisse fonctionner. En 2000, le dispositif a été électrifié avec des chaînes de vélo et des moteurs électriques. Les poids sont remontés et l'horloge est autonome. Il faut toutefois la mettre à l'heure comme les autres horloges dont s'occupe Bernard Drault. Il travaille aussi au Sénat et au Palais de justice de Paris.
Voilà, direction la Sarthe maintenant, à la découverte de la cathédrale de Saint-Calais. Celle-ci, cette année, a retrouvé ses portes pluricentenaires. C'est un monument historique, bien sûr. Les magnifiques portes en bois sculptées de l'église âgée de 500 ans ont été repositionnées, restaurées même pendant plusieurs mois. Et Diane Lemoisson et Laure Girard, pour Via LMTV, nous font découvrir ce trésor de notre patrimoine national. De mémoire de Calaisien, on ne l'avait jamais vu comme ça. L'église de la ville a retrouvé tout son lustre d'antan, la dernière restauration datant pour rappel des alentours de 1800. Elle est magnifique. Hein. Il y a derrière beaucoup de gens qui s'arrêtent justement pour regarder ça. Là, on aperçoit maintenant que tout est propre. On aperçoit tous les dessins, toutes les sculptures. Quand on regarde vraiment au détail, c'est un travail faramineux. Hein. Une restauration du monument historique pour laquelle le chef de chantier a retardé son départ à la retraite. Pour nous, ça a été notre bonheur. La pierre angulaire de cette restauration, la voici. Le repositionnement des portes en bois sculpté, un trésor inestimable, âgé de 500 ans et remarquablement conservé, noirci par le temps, comme vous pouvez le voir sur ces images d'archives datées du 16 octobre 2019. Elles ont été minutieusement restaurées. En aucune façon, on va vouloir refaire une porte neuve, on va garder ce caractère ancien pour justement magnifier un petit peu toutes les sculptures et le travail du temps au niveau fin des sculptures ou des petits défauts qu'on va retrouver sur les sculptures, il est important de le garder pour montrer justement l'histoire de cette porte aussi. Mais monter 4 mètres de hauteur et près de 400 kilos d'histoire, ça ne s'improvise pas. La solution est trouvée avec un système de treuil. C'est quelque chose qui est hors du commun. Tous les morceaux de bois qu'on a travaillés, ils ne sont pas du tout droits, donc c'est pas du tout quelque chose de banal qu'on a l'habitude de travailler. Donc ça demande une précision différente, bien plus élevée. Et voilà, c'est ça la complexité en fait de pouvoir restaurer des ouvrages de ce temps aussi lointain. On prend plaisir à le faire et c'est tout simplement génial. Ça va, c'est lourd ? Non. Les travaux seront achevés d'ici une quinzaine de jours, clôturant un chantier démarré en 2015. Nous prenons la direction de Troyes en Champagne maintenant dans ce grand JT des territoires. Là-bas, une nouvelle activité touristique a vu le jour, l'Urban Game, qui mêle jeu et escape game. Pour ce faire, il faut parcourir la cité troyenne, lever parfois les yeux pour découvrir les pans de bois champenois, arpenter les rues emblématiques aussi de cette ville. L'occasion pour les participants de se plonger au cœur du XIIe siècle, l'époque des Templiers et du poète chrétien de Troyes, une époque qui a marqué l'histoire de la ville. C'est un reportage de Pauline Lermite pour Canal 32 dans l'Aube. Armés de leur carnet de route, d'un plan de la ville, d'une boussole et d'une bonne paire de baskets, les participants à l'Urban Game avaient un objectif, aider Perceval à obtenir le titre de chevalier de la table ronde. Une succession d'étapes vous permettra de mettre à l'épreuve vos capacités. C'est un personnage de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes étant troyen. Alors on n'en est pas sûr, mais comme il s'est lui-même prénommé Chrétien de Troyes, on imagine qu'il était originaire de Troyes. Donc on s'est dit on va mettre un peu à l'honneur ses écrits en créant un jeu à la fois qui va mêler le patrimoine de Troyes, en faisant un rallye sur la ville, mais également en créant un peu une atmosphère escape game, même si on n'est pas sur un vrai escape game. On voulait créer un peu les codes de l'escape game pour créer toute cette énigme autour de Perceval. Entoi te fier, escoute, voit, considère et te tait. Pas facile parfois de trouver les réponses aux énigmes, 11 au total. Plongés au cœur du XIIe siècle, les joueurs avaient une heure top chrono pour rassembler les indices. Allez, on y va ? Ouais, c'est parti. On n'a plus beaucoup de temps là. Tout en se baladant dans les rues piétonnes les plus emblématiques de Troyes, rue de la Monnaie, ruelle des Chats ou encore cours du Mortier d'Or. Un urban game pensé, imaginé et créé durant le confinement. Un moyen pour l'Office de tourisme de se renouveler cet été. On aide, si vous voulez, des personnes à repartir vers ce qui a constitué un petit peu nos plaisirs d'enfance avec ces chasses au trésor, mais où il faut quand même un peu réfléchir, sans être uniquement spectateur, en étant véritablement acteur. Et c'est ça qui nous a semblé intéressant de mettre en place. Des nouveautés pour attirer les touristes, notamment du Grand Est, sur le territoire. On est simplement finalement qu'à 2 heures, on est une région et une ville avec un patrimoine inexploré qui mériterait justement
de permettre de constituer un partage. Nous avons commencé avec une opération qui s'appelle Voyage depuis ton canapé, où nous partageons énormément nos images et nos films entre offices de tourisme. Et là, cette opération peut être aussi un bon moyen de faire du tourisme de proximité. Outre l'Urban Game, l'Office de tourisme a imaginé d'autres activités. Pour les plus gourmands, des dégustations de plantes comestibles en plein centre-ville troyen, des balades disco pour les plus délurés ou du canoë-kayak sur la Seine pour les plus sportifs. On a besoin d'avoir un spectre de produits qui soit le plus large, le plus éclectique possible. Et le but pour nous, c'est d'essayer de travailler les cellules familiales. Donc que les petits et les grands puissent passer un bon moment ensemble. L'Urban Game se joue en groupe jusqu'à 5 personnes pour un tarif de 30 € du lundi au dimanche, sur réservation obligatoire. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. Merci de votre fidélité. On se retrouve sur les télévisions locales de la TNT et régionales et sur TV5 Monde. À bientôt. Merci à tous et bon courage.